Le miroir ne mentait pas. Lama, j'étais, Hélène, 52 ans, observant mon reflet tandis que des larmes têtues coulaient sur mon visage, et mains tremblaient, en serrant le document que je venais de recevoir et une demande d'interdiction judiciaire lancée par mes propres enfants, affirmant que j'avais perdu la capacité mentale de gérer les biens familiaux. Vidément sénile précoce, disait le papier. Fait comportement irrationnel et décisions financières irresponsables c'est. Les mots dansaient devant mes yeux comme des poignards acérés, chacun coupant plus profondément que le précédent. Maman, vous devez comprendre que c'est pour votre bien, dit Antoine, mon fils aîné, debout dans l'embrasure de ma porte avec cette expression froide que je ne reconnaissais plus. Vous ne pouvez pas continuer à gaspiller l'argent de papa avec vos chimères. C'est ainsi qu'ils appelaient mon rêve d'ouvrir un centre d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales. C'est ainsi qu'ils disqualifiaient tout ce pourquoi j'avais lutté ces 2 dernières années depuis le décès de mon mari qui m'a laissé une belle fortune. Pour eux, une femme de 52 ans n'a pas le droit de rêver, de recommencer, d'utiliser son propre argent comme bon lui semble. Chimère 7, répétai-je, essayant de garder la voix ferme. Aider d'autres femmes à reconstruire leur vie est une chimère 7. Vous arrivez à peine à prendre soin de vous-même, intervint Sophie, ma fille cadette, entrant dans la chambre avec un air de supériorité qui me glaça le sang. Regardez-vous, maman, cheveux en bataille, vêtements froissés, pleurant pour un rien. Papa n'est même pas mort depuis 2 ans, et vous voulez déjà dilapider notre héritage. Notre héritage. Comme si je n'étais qu'une administratrice temporaire de biens qui ne m'ont jamais appartenu. Comme si ma vie, mes sacrifices, mes 30 ans de mariage n'étaient qu'une prestation de service arrivée à terme. Le son de la sonnette me ramène au présent. C'était l'huissier, remettant la citation à comparaître. 60 jours. J'avais 60 jours pour prouver que je n'étais pas folle, que je n'avais pas perdu la raison, que j'étais encore capable de prendre mes propres décisions. 60 jours pour lutter contre ceux que j'aimais le plus au monde et qui me voyaient maintenant comme un obstacle à éliminer. Mais revenons au début, car cette histoire n'a pas commencé ce jour terrible. Elle a commencé bien avant, lorsque je croyais encore que l'amour et le dévouement suffisaient à maintenir une famille unie. Je m'appelle Hélène Dubois, et pendant 30 ans, j'ai été l'épouse parfaite. Je me levais à 5 heures du matin pour préparer le petit déjeuner de la famille, je repassais les vêtements de mon mari, Charles, avec le soin de quelqu'un qui plie des pétales de rose. J'assistais à chaque réunion scolaire de mes enfants, comme si c'était la chose la plus importante au monde. J'ai abandonné ma carrière d'architecte pour me consacrer entièrement à ma famille. Charles disait toujours qu'une maison bien tenue valait plus que n'importe quel salaire, et je l'ai cru pendant 3 décennies. Lorsque Antoine est né, j'avais seulement 22 ans. J'étais une jeune femme pleine de rêves, fraîchement diplômée, avec un carnet de commandes qui promettait un avenir brillant. Mais Charles a été clair notre fils avait besoin d'une mère présente, pas d'une femme partagée entre sa carrière et sa famille. J'ai rangé mes diplômes dans un tiroir, et je me suis dévouée à être la meilleure mère possible. 2 ans plus tard, Sophie est arrivée, et tout vestige de mes rêves professionnels a été définitivement enterré sous les couches, les biberons et les nuits mal dormies. Je ne regrette pas les choix que j'ai faits. J'aime mes enfants plus que ma propre vie. Mais au fil des ans, j'ai réalisé que j'étais devenue invisible. Dans les réunions sociales, j'étais toujours « c'est la femme de Charles ». Dans les conversations familiales, mes opinions étaient écoutées avec politesse, mais jamais prises au sérieux. Je m'étais transformée en une ombre, une figure décorative qui maintenait la maison en état de marche pendant que les autres brillaient. Charles a bâti un empire dans le secteur du bâtiment. Il a commencé par de petites rénovations et a fini par devenir l'un des plus grands entrepreneurs de la ville. Et dans chaque brique qu'il a posée, il y avait un morceau de moissette, mes nuits à préparer les boîtes à déjeuner, mes week-ends annulés pour l'accompagner à des événements professionnels, ma jeunesse sacrifiée sur l'autel de son ambition. Mais je ne me suis jamais plainte. Je croyais que nous étions partenaires, que nous construisions ensemble un avenir pour notre famille. Les enfants ont grandi gâtés et distants. Antoine a suivi les traces de son père, a fait des études d'ingénieur et à 28 ans, il était déjà associé de l'entreprise familiale. Sophie a choisi le droit, s'est spécialisée dans les successions et a très tôt démontré un intérêt particulier pour le patrimoine familial.
Tous deux se sont mariés avantageusement, avec des personnes de haute position sociale, et m'ont donné de beaux petits-enfants que je ne voyais que lors d'occasions spéciales, car leur vie trépidante ne permettait pas de visites fréquentes à la grand-mère encombrante. Je me suis habitué à la solitude. Avec Charles toujours en voyage d'affaires et les enfants occupés par leur propre vie, j'ai appris à remplir mes journées avec des livres, la télévision et des travaux bénévoles discrets à l'église de la paroisse. Rien de très élaboré, bien sûr. Je n'aidais qu'à organiser des bazars et visiter quelques personnes âgées du quartier. Charles n'aimait pas que je m'implique trop dans des activités extérieures. Il disait qu'une femme mariée devait se concentrer sur son foyer. Tout a changé à mardi de mars. Charles était au bureau lorsqu'il a fait une crise cardiaque. Fulminante, ont dit les médecins. Il n'a pas souffert, au moins c'était une consolation. Mais la douleur qui s'est abattue sur moi a été indescriptible. Ce n'était pas seulement le chagrin du mari disparu, c'était la découverte brutale que j'avais passé 30 ans à être une extension d'une autre personne, et que je devais maintenant apprendre à exister seul. Le testament fut une surprise pour tous. Charles, dans un rare moment de romantisme tardif, avait laissé tous ses biens à Hélène, l'entreprise, les propriétés, les placements financiers, tout en son nom, à une seule condition, qu'elle utilise une partie de l'héritage pour réaliser les rêves qu'elle avait gardés pendant tant d'années. Hélène mérite d'être heureuse par elle-même, disait une lettre qu'il avait laissée à ouvrir après sa mort. Je demande pardon pour avoir été égoïste. Maintenant, c'est son heure de briller. Antoine et Sophie furent sous le choc. Ils espéraient recevoir l'héritage directement, ou au maximum, qu'Hélène soit simplement une administratrice temporaire jusqu'à ce qu'ils reprennent les affaires. Mais Charles avait été très précis. Hélène était la seule héritière universelle, et ils ne recevraient leur part qu'à sa mort, ou si elle décidait d'anticiper le partage de son vivant. Pendant les premiers mois suivant la mort de Charles, Hélène essaya de maintenir le statu quo. Elle laissa Antoine gérer l'entreprise, conserva le même style de vie discret, fit semblant que rien n'avait changé. Mais intérieurement, quelque chose grandissait, une inquiétude qu'elle ne pouvait plus ignorer. Pour la première fois de sa vie, elle avait un pouvoir réel sur ses propres décisions, et cela était à la fois libérateur et terrifiant. Ce fut par un après-midi pluvieux, en feuilletant le journal, qu'elle vit l'article qui allait changer sa vie. Un article sur le féminicide montrait la photo d'une jeune femme de 25 ans qui avait été assassinée par son ex-mari. Elle avait cherché de l'aide à plusieurs reprises, mais n'avait pas trouvé suffisamment de soutien pour sortir du cycle de violence. L'histoire la toucha profondément, peut-être parce qu'elle-même savait ce que c'était que de vivre sous le contrôle absolu d'une autre personne, même de manière subtile et déguisée en amour. Ce soir-là, elle prit une décision. Elle allait utiliser une partie de l'héritage pour créer quelque chose de significatif, quelque chose qui aiderait d'autres femmes à ne pas subir ce qu'elle avait subi. L'invisibilité, la dépendance émotionnelle et financière, le sentiment de ne pas exister en tant qu'individu. Ce serait un centre de soutien complet, avec une assistance juridique, psychologique et professionnelle pour les femmes en situation de vulnérabilité. Quand elle raconta son projet à ses enfants, la réaction fut pire qu'elle ne l'imaginait. Antoine frappa du poing sur la table et cria qu'elle dilapidait le patrimoine que papa avait construit avec tant d'efforts. Sophie, plus calculatrice, tenta une approche juridique, remettant en question sa capacité mentale à prendre des décisions financières d'une telle ampleur. « Maman, vous n'avez aucune expérience en gestion de projets sociaux, argumenta-t-elle, avec ce ton professoral qui irritait profondément Hélène. C'est beaucoup d'argent à jeter par les fenêtres dans une aventure romantique. Encore une fois, ses rêves étaient disqualifiés, réduits aux caprices d'une vieille femme sentimentale. Mais elle n'abandonna pas. Elle commença à étudier, à s'informer, à chercher des conseils auprès de professionnels spécialisés. Elle découvrit qu'il existait tout un univers d'organisation sociale, de femmes courageuses, qui dédiaient leur vie à des causes importantes. Elle rencontra Marianne, une psychologue qui travaillait avec les victimes de violences domestiques, et elle devint sa première partenaire dans ce projet. Elle se rapprocha également de Madame Antoinette, une avocate retraitée de 70 ans, qui offrait encore des consultations gratuites aux femmes démunies. Ces femmes lui montrèrent qu'il était possible de recommencer à n'importe quel âge,
qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir sa véritable vocation. Avec elle, elle apprit que son expérience de vie, aussi douloureuse soit-elle, pouvait être transformée en force pour aider les autres. Elle commença petit. Elle loua une maison simple dans le centre-ville et engagea une petite équipe. Le centre Hélène d'aide aux femmes naquit modestement, mais avec beaucoup d'amour et de détermination. Dans les premiers mois, elles accueillirent peu de personnes, mais chaque histoire qu'elle entendait renforçait sa conviction qu'elle était sur le bon chemin. Elle se souvient particulièrement de Jessica, une jeune femme de 19 ans qui arriva au centre le visage tuméfié et portant un bébé de quelques mois. Son mari, toxicomane, avait perdu son emploi et se défoulait en la frappant. Elle n'avait nulle part où aller, car sa famille s'était éloignée lorsqu'elle s'était mariée contre la volonté de ses parents. « Je ne sais rien faire, Madame Hélène, pleurait-elle. Je n'ai fait que 2 ans de lycée. Comment vais-je subvenir aux besoins de ma fille seule? Elles passèrent des semaines à travailler son estime de soi, l'inscrivirent à un cours de formation professionnelle en manucure et pédicure, et leur avocate l'aida à obtenir une ordonnance de protection contre son agresseur. 6 mois plus tard, Jessica avait ouvert son propre petit salon à domicile et parvenait à subvenir à ses besoins. Quand elle retourna au centre pour les remercier, en amenant sa petite fille rieuse et dodue, Hélène sut qu'elle avait trouvé son véritable but dans la vie. Mais plus elle s'épanouissait dans son travail social, plus ses enfants s'éloignaient. Les visites devinrent rares et tendues. Quand ils venaient, c'était toujours pour remettre en question ses dépenses, pour suggérer qu'elle était exploitée par les profiteurs qui profitaient de sa bonne volonté naïve. Le coup de grâce arriva lorsqu'elle décida d'agrandir le projet. Elle acheta un terrain plus grand et prévoyait de construire un centre plus complet, avec des dortoirs pour héberger temporairement les femmes en situation de risque. L'investissement serait important, environ 2 millions d'euros, mais elle disposait de ressources suffisantes et de la certitude que ce serait l'héritage qu'elle souhaiterait laisser au monde. C'est alors qu'Antoine et Sophie décidèrent d'agir. Au début, ils essayèrent de la convaincre par le biais de conversations familiales. Ils organisèrent des déjeuners dominicaux, où entre l'apéritif et le dessert, ils la bombardaient d'arguments sur l'irresponsabilité de ses dépenses. Ils amenèrent leurs conjoints pour renforcer le cœur. Hélène perdait la raison. Hélène était manipulée par des personnes intéressées. Hélène allait laisser la famille dans le besoin. « Maman, vous avez déjà donné plus de 500 000 euros pour ce projet, » dit Sophie à l'une de ces occasions, agitant un dossier plein d'extraits de compte. « Papa s'est tué au travail pour réunir cet argent, et vous le jetez par les fenêtres. »« Je ne jette rien, » répondis-je, essayant de garder mon calme. « J'investis dans quelque chose que je considère important. » « Important pour qui? Pour ces femmes que vous ne connaissez même pas, et vos enfants, ils ne sont pas importants. Vos petits-enfants ne méritent-ils pas un avenir garanti? » La manipulation émotionnelle était subtile mais constante. Ils savaient exactement où toucher pour me faire sentir coupable. Ils utilisaient le souvenir de mon père, l'avenir des petits-enfants, ma supposée naïveté, n'importe quel argument susceptible d'ébranler ma détermination. Quand ils ont réalisé que la pression psychologique ne fonctionnait pas, ils sont passés à des mesures plus drastiques. Ils ont commencé à répandre parmi les parents et les amis que je souffrais d'une dépression profonde, que j'avais perdu le sens de la réalité après la mort de Charles. Certaines personnes proches ont commencé à me regarder avec cette expression de pitié mêlée d'inquiétude, comme si j'étais une pauvre femme qui avait besoin d'être protégée d'elle-même. Si vous connaissez des situations comme la mienne, si vous vous identifiez à ce combat, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Des milliers de femmes vivent des situations similaires, et ensemble nous sommes plus fortes pour faire face à toutes les adversités. La situation s'est détériorée lorsque Sophie a découvert que je sortais avec quelqu'un. Oui, à 52 ans, j'étais tombée amoureuse à nouveau. Robert était veuf comme moi, il avait 55 ans, était professeur retraité et bénévole dans le même projet social. Nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion sur les politiques publiques pour les femmes, et l'affinité a été immédiate. Il était gentil, intellectuel, respectait mon indépendance et soutenait totalement mon travail au centre. Pour mes enfants, c'était la preuve définitive que j'avais complètement perdu la tête. « Vous vous faites avoir, maman, » dit Antoine, rouge de colère. « Cet homme n'est intéressé que par votre argent. Comment ne le voyez-vous pas? Robert a une situation financière stable, »
répondis-je. Il ne connaît même pas l'étendue exacte de mon patrimoine. Bien sûr qu'il le sait, cria Sophie. Tout le monde en ville sait que vous avez hérité d'une fortune. Cet opportuniste doit se réjouir à l'idée de mettre la main sur notre héritage. Toujours notre héritage, jamais mon argent, ma vie, ma décision. Les choses ont atteint leur paroxysme lorsqu'au cours d'une dispute particulièrement violente, Sophie m'a accusé directement de trahir la mémoire de mon père. Elle a dit que j'étais une vieille ridicule qui faisait semblant d'être une adolescente amoureuse et que je ne respectais pas 30 ans de mariage pour un roman de troisième âge pathétique. Ce soir-là, j'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis les funérailles de Charles, non pas à cause de la cruauté des paroles, mais à cause de la constatation douloureuse que j'avais élevé 2 enfants incapables de me voir comme autre chose qu'une source de ressources financières. J'étais la mère parfaite, tant que je m'annulais complètement, mais au moment où j'ai décidé d'exister en tant que personne autonome, je me suis transformé en une menace à neutraliser. C'est alors qu'ils ont décidé de demander mon interdiction. L'avocat qu'ils ont engagé, Maître Jean-Pierre Dubois, était spécialisé en droit de la famille et des successions. Un homme froid et calculateur qui facturait cher pour résoudre les problèmes délicats de la haute société. Dans la requête initiale, il me présentait comme une femme en net déclin mental, qui avait développé un comportement compulsif de don et était sous influence négative de tiers intéressés par sa fortune. Comme preuve, ils ont joint des relevés bancaires montrant les investissements dans le centre social, des photos de moi lors d'événements du projet qu'ils interprétaient comme une exposition vexatoire, inappropriée pour une veuve en deuil, et même des témoignages de parents éloignés qui confirmaient mon changement de comportement inquiétant au cours des 2 dernières années. Le coup le plus bas a été lorsqu'ils ont découvert que Sophie avait engagé un détective privé pour me suivre. Il y avait des photos de moi avec Robert, des rapports détaillés sur nos sorties, et même des enregistrements de conversations téléphoniques obtenus illégalement. Ils étaient en train de constituer un dossier complet pour prouver que j'étais une femme déséquilibrée, facilement manipulable et incapable de gérer sa propre vie. Lorsque j'ai reçu la citation à comparaître, j'ai senti que le monde s'effondrait sur ma tête. Me voilà, à 52 ans, devant prouver à un juge que je n'avais pas perdu la raison, que j'avais le droit d'utiliser mon propre argent comme bon me semblait, que je pouvais retomber amoureuse sans que cela ne signifie démence sénile. Le plus douloureux était de réaliser que mes propres enfants, les personnes que j'avais aimées et soignées par-dessus tout dans la vie, étaient capables d'une telle cruauté. Ils ne se souciaient pas de mon bonheur ou de mon bien-être. Ce qui les motivait, c'était la pure et simple cupidité, déguisée en préoccupation filiale. Dans les jours qui ont suivi la réception de la citation à comparaître, je suis tombé dans une profonde dépression. Je remettais en question chaque décision que j'avais prise, chaque centime investi dans le projet social, chaque moment de bonheur auprès de Robert. Aurait-il raison? Avais-je vraiment perdu le sens de la réalité? C'est Marianne qui m'a sorti de ce trou émotionnel. Elle est apparue chez moi un après-midi et m'a trouvé encore en pyjama, pleurant sur le canapé du salon. « Hélène, vous allez m'écouter attentivement, » dit-elle en s'asseyant à côté de moi. « Je vous connais depuis plus d'1 an, j'ai travaillé avec vous quotidiennement, j'ai vu vos décisions, vos réflexions, votre affection pour chaque femme qui passe par le centre. Vous êtes la personne la plus lucide et la plus sensée que je connaisse. Et savez-vous pourquoi vos enfants font ça? Parce que vous avez quitté votre rôle de mère dévouée et êtes devenue une femme puissante. Cela les effraie. Elle avait raison. Pendant 30 ans, j'avais été prévisible, contrôlable, invisible. Maintenant, pour la première fois, je prenais des décisions par moi-même, je suivais mes instincts, je construisais quelque chose de mes propres mains, et cela représentait une menace pour l'ordre établi, où je devais être seulement la gardienne d'un héritage qui un jour leur reviendrait intégralement. Mais si je perds en justice? Demandai-je, encore incertaine. Vous ne perdrez pas, dit Madame Dubois, qui était arrivée peu de temps après Marianne, parce que je serai votre avocate, et parce que la vérité finit toujours par triompher. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti une étincelle d'espoir. Ces femmes que je connaissais à peine étaient prêtes à se battre pour moi d'une manière dont mes propres enfants ne l'avaient jamais fait. Madame Antoinette a pris ma défense avec une énergie impressionnante pour ses 70 ans. Elle connaissait tous les tours juridiques, toutes les stratégies d'intimidation que des avocats comme Maître Dubois avaient l'habitude d'utiliser. Et plus important encore,
elle croyait en ma cause. Hélène, ils ont commis une grave erreur, a-t-elle dit, en examinant les documents du procès. Ils ont envahi votre vie privée, violé vos droits, effectué des écoutes illégales. Nous allons transformer la défense en accusation. Au final, ce sont eux qui sortiront mal de cette histoire. Nous avons commencé à rassembler des preuves de ma santé mentale, des rapports médicaux attestant de ma parfaite capacité cognitive, des témoignages de personnes qui travaillaient avec moi au centre social, des rapports détaillés sur les résultats positifs de nos projets. Nous avons également documenté toutes les violations de la vie privée commises par le détective privé engagé par Sophie. Mais le plus important, c'est lorsque nous avons découvert la véritable raison derrière la demande d'interdiction. Robert, avec ses connaissances en matière d'enquête, il avait été commissaire avant de devenir professeur, a découvert qu'Antoine traversait de graves difficultés financières. L'entreprise de construction était confrontée à une crise sévère en raison de contrats mal gérés et de dettes de travail. Il avait désespérément besoin de capitaux pour éviter la faillite, et mon héritage était la seule solution viable. Sophie, à son tour, avait effectué des investissements immobiliers risqués et avait des problèmes de liquidité. Son cabinet d'avocat ne se portait pas bien non plus, et elle comptait sur une avance sur héritage pour résoudre ses problèmes financiers. En d'autres termes, ils n'étaient pas préoccupés par ma santé mentale. Ils étaient préoccupés par leur propre situation financière et avaient désespérément besoin que je sois déclaré incapable afin de pouvoir prendre le contrôle de mon patrimoine. C'est toujours la même histoire, a soupiré Madame Antoinette. Des enfants cupides qui ne peuvent pas attendre la mort naturelle de leurs parents. Ils veulent anticiper l'héritage coûte que coûte, même si cela signifie détruire la dignité de ceux qui les ont élevés. Le jour de l'audience est arrivé un matin d'octobre ensoleillé. Je m'étais préparé pendant des semaines, physiquement et émotionnellement. J'ai choisi un tailleur élégant mais discret, j'ai attaché mes cheveux en un chignon impeccable, et je suis arrivé au tribunal accompagné de Robert, Marianne et Madame Antoinette, ma petite armée de soutien. Antoine et Sophie étaient déjà là, accompagnés de Maître Dubois et de leurs conjoints respectifs. Quand ils m'ont vu, ils ont détourné le regard, incapables de soutenir mon regard serein mais déterminé. La juge Madame Sylvie Bernard était une femme d'âge moyen, connue pour sa rigueur et son respect de la loi. Elle a examiné tous les documents avec soin, a écouté les témoignages des deux parties et a posé des questions directes et objectives. Madame Hélène, a-t-elle dit, me fixant du regard, pourriez-vous m'expliquer les raisons qui vous ont amené à investir une somme aussi importante dans ce projet social? J'ai respiré profondément et j'ai commencé à parler. J'ai raconté ma vie d'abnégation, mes rêves secrets, la découverte tardive de mon véritable but. J'ai parlé des femmes que nous avions aidées, des résultats concrets que nous étions en train d'obtenir, de la profonde satisfaction que je ressentais en voyant d'autres personnes reconstruire leur vie. Votre honneur, et je conclus, pendant 30 ans, j'ai vécu pour les autres. Maintenant, enfin, j'ai l'occasion de vivre pour moi-même et pour une cause en laquelle je crois. Si c'est de la folie, alors je préfère être folle que de redevenir invisible. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Maître Dubois a tenté de réfuter, arguant que mes impulsions altruistes excessives démontraient un déséquilibre émotionnel et une incapacité de jugement. Mais son argumentation a sonné creux face aux preuves concrètes que nous avons présentées. Le moment décisif est arrivé lorsque Madame Antoinette a révélé les enregistrements illégaux et les violations de la vie privée commises par le détective privé. Plus que cela, elle avait découvert que Maître Dubois avait orchestré ces actions illégales, ce qui constituait une grave violation déontologique. Votre honneur, a-t-elle dit, avec cette voix ferme qui avait intimidé des jurés pendant des décennies, ce que nous voyons ici n'est pas un cas d'incapacité mentale, mais une tentative éhontée de détournement de patrimoine. Les demandeurs ont systématiquement violé les droits fondamentaux de la défenderesse, commis des crimes contre sa vie privée, et ont menti effrontément sur leur motivation. La juge Madame Sylvie Bernard n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour décider. Le procès est déclaré irrecevable, a-t-elle déclaré d'une voix solennelle. Il n'y a aucune preuve d'incapacité mentale de la défenderesse. Au contraire, les preuves démontrent que Madame Hélène jouit pleinement de ses facultés mentales et a le droit inaliénable de disposer de ses biens comme elle l'entend. De plus, j'ordonne l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur les violations de la vie privée documentées ici. Je suis sorti du tribunal la tête haute, accompagné des personnes qui se souciaient vraiment de moi. Antoine et Sophie sont restés derrière, probablement en train de planifier leur prochaine stratégie d'agression,
mais je m'en fichais déjà. J'avais gagné la bataille la plus importante, le droit d'exister comme moi-même. Dans les mois qui ont suivi, j'ai encore élargi le centre social. Nous avons construit un refuge pour les femmes en situation de risque, créé un programme de formation professionnelle et établi des partenariats avec des universités pour offrir des soins psychologiques gratuits. Le centre Hélène d'aide aux femmes est devenu une référence au niveau régional dans la lutte contre la violence domestique. Robert et moi nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple, entourés seulement d'amis véritables. Nos enfants n'étaient pas présents, mais cela n'a pas diminué notre bonheur. Parfois la famille que nous choisissons est plus forte que la famille qui nous a choisis. Mes enfants ne m'ont jamais demandé pardon. Ils ont fini par tenter de reprendre contact, toujours avec des arrière-pensées, toujours en espérant que je revienne à la raison et que j'abandonne mes projets excentriques. Mais j'avais appris à reconnaître la manipulation émotionnelle et je ne me laissais plus ébranler par leurs tentatives de chantage. Aujourd'hui, à 54 ans, je suis une femme complètement différente de cette Hélène invisible qui existait seulement pour servir les autres. J'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour découvrir sa véritable vocation, pour lutter pour ses rêves. L'argent que j'ai hérité s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus précieux, la dignité, un but et la certitude que je peux faire la différence dans le monde. Ceci est mon histoire de libération tardive, de découverte de sa propre force, de transformation de la douleur en but. C'est aussi l'histoire de milliers de femmes qui, comme moi, ont découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour être vraiment libre, pour écrire sa propre fin. Si vous lisez ceci et que vous vous reconnaissez dans mon parcours, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que votre vie a une valeur propre, indépendamment du rôle que vous jouez dans la vie des autres. Sachez que vos rêves sont valables à tout âge, que votre bonheur compte, que vous méritez le respect et la reconnaissance. Le silence imposé peut être brisé, l'invisibilité peut être défaite. La force que vous cherchez est déjà en vous, attendant seulement le moment propice pour émerger. Et ce moment est maintenant, toujours maintenant. Hélène Marc, 54 ans, une femme libre.